Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour faire l'analyse fondamentale d'actions sur une stratégie fort dividende. Cette analyse fondamentale va se faire selon les 8 critères qui sont ici sur la gauche et on va remplir le tableau avec la validation des critères qui se trouvent ici en haut à droite. Mais tout d'abord, quelques rappels sur cette stratégie fort dividende. Vous devez vous définir vos objectifs. Soit votre objectif est d'avoir une rente, des revenus réguliers, de l'argent que vous pouvez dépenser, sortir du coup des investissements, et tout cela sans vendre d'actions. Soit vous voulez pouvoir réinvestir sans vendre, et donc du coup vous n'avez toujours pas vendu d'actions, mais vous avez de l'argent qui arrive régulièrement et vous pouvez réinvestir pour faire augmenter votre capital investi. Mais attention, il y a des gros points d'attention sur cette stratégie. En effet, il faut faire attention à la performance et au cours de bourse de l'action. C'est-à-dire qu'il faut bien analyser l'action sur laquelle vous mettez votre argent, puisque si votre cours de bourse, votre performance n'arrête pas de diminuer année après année, c'est votre capital qui se réduit, même si ce sont des moins-values latentes, c'est votre capital qui est réduit au fur et à mesure. Et en plus de ça, les dividendes, les rendements annoncés quand ils sont annoncés en fort dividende, c'est sur le prix de l'action Axel, donc sur le cours de bourse. Donc si votre cours de bourse a diminué de 50%, donc de la moitié, eh bien votre fort dividende a lui aussi été divisé par 2 et donc vous perdez la moitié de ce dividende. Donc c'est pas très intéressant à ce niveau-là. Donc attention à ce premier truc. Deuxième point d'attention, la pérennité de ce dividende. Et oui, vous mettez de l'argent sur une société pour avoir un fort dividende, mais il faut s'assurer que la société ne va pas péricliter ou qu'elle ne va pas arrêter son dividende. Donc, on ne peut pas en être sûr à 100%, mais il faut faire attention à cette pérennité du dividende, puisque si vous comptez dessus et que vous ne l'avez pas, eh bien vous avez perdu cet apport-là. En tout cas, ça ne peut plus rentrer dans votre stratégie fort dividende. Et le troisième point, c'est la capacité de distribution de la société, donc tout ce que l'on voit notamment avec le ratio de distribution, pour s'assurer qu'effectivement la société garde de l'argent tout de même pour réinvestir un minimum, pour ne pas avoir à couper son dividende justement, ou pour ne pas être complètement surendetté à terme. Une fois avoir défini les objectifs et les points d'attention, et bien après vous avez plein de choix à faire dans votre stratégie, qui sont des choix stratégiques à définir. Est-ce que vous faites une stratégie en DCA? Comment exactement à définir ce DCA, mais ce dollar cost averaging, donc de l'argent à mettre au fur et à mesure, tous les mois, toutes les semaines, est-ce que c'est le même montant, pas le même montant, etc. Tout ça, c'est à définir par vous, pour faire grossir votre capital, ou est-ce qu'à un moment donné, vous arrêtez de faire grossir votre capital? Ça aussi, c'est à définir. Le timing d'entrée, puisque vous pouvez faire du dollar cost averaging sur votre compte global, mais vous pouvez définir un peu les timings d'entrée sur les valeurs, c'est-à-dire que si vous avez par exemple une dizaine de valeurs, eh bien vous n'êtes pas obligé de rentrer à chaque fois tous les mois sur toutes les valeurs. Vous pouvez définir par exemple celles qui ont le plus baissé, ou vous pouvez prendre aussi par exemple les tendances qui sont à la hausse en ce moment. Tout ça, c'est à définir au niveau du timing d'entrée sur les actions. Ou si vous vous intéressez pas à ça et que vous mettez peu importe le moment, tout ça c'est à définir. La durée d'investissement aussi est à définir, c'est-à-dire que est-ce que vous faites à vive aeternam sur l'action, peu importe ce qui se passe, est-ce que vous avez des critères de sortie, donc ça va avec les critères d'achat et de vente, bien sûr, est-ce que vous avez des critères de sortie que vous définissez? Tout cela, c'est vraiment à définir. Qu'est-ce qui vous fait rentrer dans une action? Qu'est-ce qui vous en fait sortir? Est-ce que c'est à vive aeternam comme je l'ai dit, ou est-ce que il y a vraiment des critères à définir? L'enveloppe fiscale aussi, le PEA, le CTO, puisque le PEA peut être très intéressant sur des forts dividendes, notamment avec les actions françaises, puisque vous ne payez pas ni la taxe du pays, puisque c'est sur PEA, ni la taxe sur les revenus. Et côté CTO, eh bien ça vous donne accès à plus d'entreprises, notamment du côté des États-Unis. Et enfin, bien faire attention à la sélection d'actions et d'ETF, à vos critères. Moi, je vous en propose 8 à chaque fois, mais à vous de faire vos analyses, de compléter au moins les analyses par rapport à celles que je vous donne pour aller faire cette sélection d'actions et d'ETF. Pour trouver les actions du jour à analyser, nous reprenons notre screener d'actions avec la liste des actions du stock 600 triées par rendement, par fort rendement. Nous nous étions arrêtés dans cette liste à Intesa San Paolo lors de la dernière vidéo. Voyons voir maintenant les actions éligibles au PEA que nous trouvons. Nous n'allons pas voir Ruby puisqu'il s'agit d'une société française. Nous l'avons donc déjà vu dans le cadre des sociétés pour une stratégie fort dividende sur le SBF 120. Ensuite, nous avons Nordea Bank qui arrive et est éligible au PEA. C'est la première que nous verrons. Mediobanca qui est ici.
et Volvo, donc les 3 actions qui s'enchaînent ici. C'est donc parti pour Nordea Bank. Nordea Bank, il s'agit d'un groupe bancaire qui est basé à Helsinki et qui est présent dans les pays nordiques. Vous voyez que le groupe financier finlandais Sampro Group Oyj est son principal actionnaire, et donc vous voyez effectivement qu'il y a toutes les différentes filiales de Nordea qui s'affichent ici. Cette société, elle a été créée en l'an 2000 et les effectifs, vous les voyez en 2018, ils étaient un peu inférieurs à 30 000 personnes. Voyons sur les activités bancaires de ce groupe qui est organisé autour de 5 pôles. Tout d'abord, la banque de détail, vous voyez que ça représente plus d'un tiers des revenus, un peu plus d'un quart des revenus pour la banque d'affaires, la banque d'investissement et le marché, c'est un peu plus de 20%, la gestion d'actifs et de patrimoine, c'est un peu plus de 12%, et un peu d'autres activités pour 2,3% pour le reste des revenus. La répartition géographique des revenus, elle est la suivante: Finlande 18%, Suède 28,5%, le Danemark pour 29%, la Norvège pour 19,5%, et il reste un peu ailleurs de ces pays-là, principaux nordiques, à 4,9%. Au niveau des pôles d'activité, c'est bien diversifié, c'est des grands pôles d'activité d'une bancaire, on va dire un peu classique, et au niveau de la répartition géographique, eh bien c'est tout de même bien diversifié dans tous les pays nordiques de l'Europe, et donc nous pouvons mettre du vert côté business pour cette bancaire. Vous pouvez bien sûr aller voir sur leur site internet bien plus de choses à propos d'eux si vous le souhaitez. La capitalisation boursière pour cette bancaire. Alors bien sûr, attention, il y a différentes actions. Vous voyez là, je suis sur NDSA SE, il y a NDSA FI, donc Suède, Finlande et ainsi de suite. J'en prends une. De toute façon, les chiffres de la société globale, c'est vraiment au niveau global. Après, par contre, vous pouvez avoir des cours de bourse un peu différents en fonction des différentes actions sur les différents marchés. La capitalisation boursière ici, elle est indiquée à 355,42 milliards de SEK, ce sont des couronnes suédoises. Les couronnes suédoises, si on fait la conversion, vous voyez que ça nous donne environ 33 milliards d'euros dans tous les cas. Tout ça pour dire que c'est une grosse capitalisation boursière et que nous pouvons mettre du vert pour ce critère. Le résultat net en jaune sur le graphique ci-dessus, eh bien, vous voyez, ça se voit à l'œil nu, c'est globalement en augmentation puisque 2021 est supérieur à 2017 et à 2019. Donc sur 3 ans et sur 5 ans, c'est en augmentation, mais on voit que ça a quand même tendance à diminuer après 2018 pour aller en 2019 et ça remonte depuis. Nous allons donc mettre du vert clair pour cette tendance plutôt croissante mais pas complètement croissante, et il est à noter que ce vert clair devrait perdurer dans les années à venir puisque la tendance devrait continuer un peu sur du vert clair et être plus ou moins croissante quand même sur les prochaines années. En tout cas, ce sont les estimations. Le cours de bourse sur les 5 dernières années pour cette action, donc NDA SE ici. Vous voyez qu'il est en baisse, il est en rouge, en baisse de 12,63% sur 5 ans, c'est donc une petite baisse sur 5 ans, moins de 5% par an. Et si nous prenons par rapport au 14 juin, sur 3 ans, nous avons la 35,17% de hausse. Donc du coup, nous avons une hausse sur 3 ans, une baisse sur 5 ans. Nous allons mettre ça dans la zone neutre en jaune et on voit effectivement qu'il est revenu cette action à peu près au niveau initial, pas tout à fait quand même. Mais du coup, du jaune pour ce critère. Le PER, le ratio course sur bénéfice, vous le voyez ici, il est affiché à 10,75 actuellement. Il se situe donc dans la zone qui va de 10 à 17, c'est notre indice de cherté tout à fait correct. Il est même dans le bas de cette zone, et donc c'est toute la zone que nous mettons en vert clair. Du côté des dividendes pour Nordea, eh bien vous voyez donc pareil, vous pouvez prendre en fonction des différentes actions. Ici, je crois que c'est en couronne suédoise. En couronne suédoise, mais de toute façon, l'évolution du dividende reste la même en fonction de ce que vous prenez, si vous le mettez en euros ou en couronne suédoise, c'est juste qu'il y a la conversion, bien entendu. Mais sinon, globalement, cela reste à peu près similaire. Dans tous les cas, sur cette évolution, nous regardons les 5 dernières années, nous voyons que ça a plongé en 2020, ça n'a pas été à zéro, mais ça a quand même plongé fortement et ça se redresse proprement pour revenir presque sur les niveaux de 2019, mais même au-dessus des niveaux de 2018. Nous avons donc par rapport à 2018 une petite augmentation, et par contre nous sommes donc en croissance, mais pas du tout complètement croissant avec ce grand trou en 2020, et donc nous allons mettre ce critère en vert clair. Le rendement est affiché ici à 7,62%. C'est un rendement très élevé, bien au-delà de la zone des 3%. C'est une action qui fait parfaitement partie de cette stratégie fort dividende, et c'est donc un critère que nous mettons en vert.
Et associé à ce fort rendement, le ratio de distribution, la distribution sur le résultat net, vous la voyez ici, pour les 5 dernières années, eh bien, ce que nous pouvons repérer, c'est qu'il y a une année où en 2019, la société n'a pas hésité à se puiser dans ses réserves ou à s'endetter pour verser à ses actionnaires. Le reste du temps, c'est quand même dans une zone plutôt orange, tout petit peu rouge ici, limite entre les deux. Donc à ce critère, un versement de dividendes qui est assez élevé au niveau du ratio. Et par contre, pour l'année 2020, eh bien là, le groupe n'a pas pris de risque et a vraiment versé très peu par rapport aux bénéfices qu'ils ont finalement fait. Tout cela nous donne quelque chose d'assez moyen, avec du orange, du rouge, mais quelque chose qui étant quand même plus en tendance orange, on va dire habituellement. Et donc, il faut noter que ce groupe ne réinvestit pas la majorité de ses bénéfices, mais il a tendance à garder une petite partie tout de même. Partons du côté de l'Italie pour la deuxième société. Il s'agit là aussi d'une société bancaire. Mediobanca, c'est une banque d'affaires italienne qui est spécialisée dans le conseil financier et la gestion d'actifs. Elle est cotée du côté de la bourse de Milan et le groupe Mediobanca est également présent à Paris, à Londres et à New York. La succursale française de Mediobanca, elle se concentre sur le secteur des fusions-acquisitions, M&A, où elle concurrence Lazard & Rothschild grâce à l'avantage compétitif de son bilan qui s'élève à 75 milliards d'euros, et elle tend à se positionner comme conseil privilégié des sociétés du CAC 40 et du SBF 120. Cette société italienne, elle a été créée il y a longtemps, en 1946, et vous voyez ses effectifs, en juin 2015, en tout cas, ils étaient de 3800 personnes. Allons voir plus en détail pour Mediobanca, qui fait partie des principaux groupes bancaires italiens. Ses revenus par activité, ils se répartissent comme suit. La banque de détail, 38%, donc on retrouve toute la vente de produits bancaires classiques et spécialisés, crédit, à consommation, financement immobilier, et tout ça au travers d'un réseau de 213 agences qui sont implantées en Europe. On retrouve en deuxième pôle la banque d'investissement et de financement de marché pour un peu plus d'un quart des activités, tout ce qui est conseil avec la fusion-acquisition dont on a parlé notamment en France, financement structuré, opération sur action, ingénierie financière et crédit bail. La gestion de patrimoine représente un peu moins d'un quart, la gestion de portefeuille représente 11,2% avec notamment la détention de 13% de la société Assicurazioni Generali. Et au niveau des autres activités, ça représente très peu, 0,8% seulement. À fin juin, le groupe bancaire, il gère 56,2 milliards d'euros d'encours de dépôt et 48,4 milliards d'euros d'encours de crédit. Ce sont des chiffres un peu moins gros que ce que nous avons vu dans d'autres bancaires, mais ça reste des chiffres très élevés. À noter que 89,6% des revenus sont réalisés en Italie. Donc là, on voit qu'au niveau de la répartition géographique, c'est quand même très centré sur l'Italie. Et par contre, au niveau des activités, on retrouve tout le portefeuille, toutes les activités, le portefeuille d'activités d'une société bancaire assez classique. Et donc, nous pouvons mettre du vert pour cette société bien implantée, notamment du côté de l'Italie, mais tout de même en partie dans ses voisins européens. Bien sûr, plus d'informations sur le site internet de cette bancaire. La capitalisation boursière, elle s'élève à 7,36 milliards d'euros pour Mediobanca, cette société italienne. C'est donc une grosse capitalisation boursière du stock 600 et donc nous pouvons mettre du vert pour ce critère. Le résultat net en jaune sur le graphique. Eh bien nous voyons, puisque ça ne se voit pas forcément directement à l'œil nu, mais nous voyons que c'est assez neutre, moyen. Et effectivement, en 2021, il y avait 807,58 millions de chiffres d'affaires, de bénéfices, contre 823,03 millions en 2019, et donc nous sommes en petite diminution ici. Par contre, nous sommes effectivement en augmentation sur 5 ans, puisqu'en 2017, nous étions à 750,20 millions de bénéfices. Du coup, eh bien, c'est en augmentation globalement sur 5 ans, mais en diminution sur 3 ans. C'est donc quelque chose que nous pouvons mettre dans cette zone jaune. Les estimations pour la suite, eh bien, c'est effectivement à rester entre la zone jaune et la zone vert clair. Donc ça va globalement progresser un peu, mais ça aura tendance peut-être de temps en temps à revenir dans cette zone un peu neutre, comme on le voit ici. Ça va pas être une explosion à la hausse. Le cours de bourse, eh bien, vous voyez qu'il apparaît très neutre aussi, puisqu'il apparaît certes en vert, mais on voit de suite que sur 5 ans, l'évolution n'est que de 2,54%, c'est-à-dire quasiment rien.
c'est tout à fait stable. Et sur 3 ans, si nous partons du 14 juin ici, eh bien, nous voyons là une petite baisse sur 3 ans de 0,16%. Là aussi, c'est complètement stable. Du coup, eh bien, bilan, un cours complètement stable, même si on voit bien sûr le crack ici qui peut faire très mal, près de 50%, si on prend par rapport au plus haut, c'est plus de 50% même, lors de la crise Covid, mais sinon un cours de bourse flat, et donc du coup pour ce cours de bourse relativement plat sur la durée, eh bien nous allons mettre du jaune pour ce critère. Le PER, le ratio cours sur bénéfice, il s'affiche ici à 7,99. C'est un cours sur bénéfice, un indice de cherté qui est peu cher, dans cette zone peu chère inférieure à 10, et donc c'est un critère que nous mettons en vert. Passons côté dividendes, et vous voyez le versement des dividendes année après année. Globalement, ça se voit, c'est en augmentation, au moins depuis 2013. Mais effectivement, il y a des coupures, comme en 2013, en 2020. Et donc là, nous regardons les 5 dernières années, même s'il y a des plateaux à chaque fois, et bien de 2018, nous partons à 0,47 € par action, et nous arrivons à 0,66 € par action. Et donc c'est globalement croissant, mais pas du tout complètement croissant, année après année, ça se voit à l'œil nu. C'est donc un critère en vert clair. Le rendement, il est affiché ici à 7,75%. C'est donc un gros rendement, comme souvent pour des bancaires. Et donc ce gros rendement, il est largement supérieur à 3%. C'est un critère que nous mettons en vert. Et associé à ce fort rendement, la distribution sur le résultat net, le ratio de distribution s'affiche ici. Alors je pense que le 0 est décalé, je ne sais pas ce qui s'est passé, je ne sais pas s'ils ont pris toutes les années avant, mais en tout cas le 0%, il est vraiment à considérer sur cette année 2020, c'est là où ça a été coupé. Et par contre sur les autres chiffres, globalement ça tourne à chaque fois dans ces environs-là, donc ça ne change pas grand-chose, et c'est ce qui est estimé aussi pour l'année 2022, donc normalement on va bien s'y retrouver. Et du coup, il est à noter que très souvent, nous sommes dans la zone verte, comme vous le voyez là, 2017 à 2019, et même 2021, puisqu'il n'y a pas eu 2020, puisqu'il n'y a pas eu de versement de dividendes, et à une petite zone vert clair, donc un tout petit peu plus de 60%. La zone vert clair, c'est ce que nous mettons entre 60 et 70% de versement des bénéfices. Et donc du coup, il n'y a vraiment rien d'inquiétant, c'est vraiment très bien maîtrisé au niveau de la distribution des bénéfices pour cette bancaire. Et donc nous pouvons mettre du vert clair pour pénaliser un tout petit peu, mais c'est vraiment un petit vert clair qui est très proche de la zone verte, et il n'y a vraiment aucune inquiétude à avoir sur la sécurité financière de cette entreprise. Nous retournons du côté des pays nordiques pour la dernière entreprise, et il s'agit de l'entreprise Volvo. Volvo, elle a été effectivement fondée en 1927 en Suède, avec l'aide de la société SKF. Volvo, c'est un conglomérat industriel suédois de fabrication de camions, d'autocars, d'autobus, d'engins de chantier et de moteurs marins et industriels. À l'origine, détenu par AB Volvo depuis 1927, les activités automobiles grand public réalisées sous la dénomination de Volvo Cars appartiennent depuis 2010 au groupe automobile chinois Geely, ou Geely, après avoir appartenu à Ford durant 11 ans. Et donc du coup, Volvo ne traite plus du tout de ses véhicules, de ses activités automobiles. Volvo, elle produit des camions, des autobus et des autocars depuis 1928. AB Volvo est aujourd'hui l'un des principaux constructeurs de camions, d'autobus et d'autocars, d'engins de chantier, de moteurs marins industriels dans le monde. Et c'est le deuxième constructeur mondial de poids lourds au niveau mondial. Au début de 2002, vous voyez que AB Volvo a structuré son secteur camion en le divisant en 3 marques distinctes, Renault Trucks, Mack Trucks et Volvo Trucks. Enfin, UD Trucks a rejoint le groupe en 2006 afin notamment d'augmenter la présence du côté de l'Asie. En plus, on a la diversification côté Asie, en plus des différents produits que vous voyez assez nombreux ici. Volvo, elle produit également des groupes électrogènes et des moteurs destinés à l'industrie navale, avec sa marque Volvo Penta, ainsi que des engins de chantier Volvo Construction Equipment. Dans ce dernier département, la firme est célèbre pour ses dumpers articulés. Le groupe Volvo intègre également plusieurs business units tels que le groupe Trucks Technology pour la recherche et le développement, groupe Trucks Purchasing pour les achats du groupe ou groupe Information Technologie pour ses solutions et ses services informatiques.
Avec tout ça, vous voyez très bien qu'il y a quand même de la diversification au niveau des activités, et même on voit une volonté d'aller au-delà de l'Europe, et on voit que c'est un groupe mondial, donc forcément une diversification au niveau géographique. Pour cette entreprise créée en 1927, donc depuis très longtemps, les effectifs, vous voyez qu'ils approchaient les 100 000 personnes en 2018. Si nous allons un peu plus dans les activités, nous avons noté que c'était le deuxième constructeur européen mondial de camions, mais c'est même le premier du côté de l'Europe. Et la répartition du chiffre d'affaires, elle se fait comme ça. La vente de camions, c'est les 2/3. La vente de matériel de construction pour 20%. La vente de bus et de châssis, c'est 7%. Ensuite, on trouve la vente de pièces, de systèmes de commande et de moteurs marins et industriels pour 2%. La vente de composants et de moteurs d'avion et de turbines à gaz, c'est 2,1%. Et les quelques autres activités dont on a parlé, un peu moins de 3%. Et au niveau géographique, vous voyez que c'est bien diversifié avec l'Europe un peu moins de 40%, l'Asie un peu moins d'un quart, l'Amérique du Nord à peu près 20%, l'Amérique du Sud 11,3% et il en reste quand même 6% dans le reste du monde. Tout cela pour mettre du vert sur cette entreprise créée depuis bien longtemps, en place depuis bien longtemps, bien diversifiée sur ses activités et qui est bien répartie géographiquement. La capitalisation boursière pour Volvo. Alors pareil, là vous allez retrouver Volvo A et Volvo B comme action, donc vous allez peut-être avoir des cours de bourse différents. Au niveau de la capitalisation boursière, normalement on a la même en couronne suédoise et elle s'affiche à 339,60 milliards de couronnes suédoises. Comme nous l'avons vu dans la première, un tel montant de couronnes suédoises, c'est plusieurs dizaines de milliards d'euros, et donc ça reste une grosse capitalisation boursière du côté du Stoxx Europe 600, et donc du coup du vert pour ce critère de la capitalisation boursière. Le résultat net, son évolution sur 5 ans, on le voit sur le graphique ici, et on voit un peu à l'œil nu que c'est un peu sans tendance, c'est très moyen, et effectivement ça se confirme puisque nous partons en 2017 avec des revenus, des résultats nets qui étaient de 20,48 milliards pour arriver en 2021, 5 ans plus tard, à 32,79 milliards. C'est donc en augmentation sur ces 3 ans, mais nous voyons tout de suite que nous étions à 35,86 milliards en 2019, et donc sur 3 ans, c'est en diminution. En augmentation globalement sur 5 ans, en diminution sur 3 ans, nous pouvons mettre du jaune pour cette tendance très neutre. A noter que cette tendance très jaune, normalement, devrait pas perdurer, justement, et repasser sur du vert clair, au moins, sur du vert clair pendant un petit moment quand même. Donc plutôt en croissance sur les prochaines années, ce sont en tout cas les estimations sur les prochaines années. Le cours de bourse, il apparaît en vert, il apparaît donc haussier sur les 5 dernières années. Néanmoins, la hausse n'est pas vertigineuse, vous voyez que la hausse sur 5 ans, c'est 19,04%. C'est donc moins de 5% par an de hausse, et donc c'est notre zone en vert clair. Voyons sur 3 ans, nous avons 21,99% de hausse, à peu près la même hausse, mais là c'est que sur 3 ans cette fois-ci, donc c'est un peu plus important. Donc du coup, un bilan, une hausse un peu plus importante sur 3 ans, et un peu moins importante sur 5 ans, et donc un critère en vert clair. Le PER, le ratio cours sur bénéfice, il s'affiche ici à 11,29. C'est donc un ratio cours sur bénéfice, un indice de cherté qui est tout à fait correct, dans notre zone qui s'étend de 10 à 17, plutôt dans le bas de cette zone, et c'est tout un critère que nous mettons en vert clair. Passons côté dividendes, et côté dividendes, voici l'évolution des dividendes avec un fort dividende en 2021, mais globalement on voit que c'est globalement haussier, même s'il y a plusieurs années où c'est la même chose, et mis à part si on oublie ce fort dividende en 2021, eh bien on voit qu'on va redevenir un peu plus dans la norme en 2022. Je ne sais même pas si ces chiffres sont exacts au niveau 2021, mais ce qui est exact, c'est qu'il y a eu beaucoup plus de versements en 2021 tout de même. Globalement, du coup, nous partons de 2018 pour arriver en 2022. Nous sommes en tendance globalement haussière, mais pas complètement puisqu'il y a ce pic en 2021. Mais nous arrivons à 6,50 pour partir de 4,25, et donc du coup, c'est en tendance haussière, un critère en vert clair. Le rendement,
Le rendement, on le voyait affiché beaucoup plus important tout à l'heure, mais vous voyez le rendement 2022, lui, il va être plutôt ici à 3,78%. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention, puisque c'était le rendement 2021 qui était très important. Là, ça reste un très gros rendement, c'est pour ça que je présente l'action, même si elle est inférieure à 5% de rendement, elle est tout de même supérieure à 3%, c'est notre zone verte, et elle peut donc avoir sa place dans une stratégie fort dividende, même si généralement je vous présente les actions au-delà des 5% dans une telle stratégie. Associé à ce rendement, la distribution sur le résultat net, le ratio de distribution, vous le voyez ici, et donc du coup on voit clairement le pic en 2021, avec plus de 100%, et donc une entreprise qui a puisé dans ses réserves ou qui s'est endettée pour verser son dividende, probablement du puisement dans les réserves. Mais du coup, en temps normal, ce n'est pas du tout ça. On voit qu'en temps normal, nous sommes, pour les 3 premiers, dans notre zone verte, et nous avons juste dépassé un tout petit peu notre zone verte pour aller dans la zone qui va de 60 à 70% en vert clair pour l'année 2020. Et nous allons très probablement revenir dans cette zone verte pour 2022, ce sont en tout cas les estimations, et effectivement 2021 apparaît comme une anormalité par rapport au reste en tout cas, même si ça fait plus de dividendes pour l'actionnaire. Du coup, eh bien, nous avons beaucoup de critères qui sont dans le vert, et un critère qui est quand même très élevé, donc du coup nous allons mettre en jaune pour pénaliser avec cela, mais globalement, il est à retenir que la société semble bien maîtriser sa gestion du versement de dividendes, et donc il n'y a aucun souci à se faire sur sa santé financière. Voici donc le bilan affiché pour ces 3 sociétés éligibles au PEA, qui sont dans l'indice Stocks Europe 600 et qui sont ici pour une stratégie fort dividende. Nous commençons par la gauche avec Nordea, la bancaire du côté des pays nordiques, et nous avons du coup un bilan avec les 5 critères essentiels qui apparaît positif, plutôt positif, puisqu'il y a un seul critère qui est en jaune, c'est le cours de bourse qui apparaît très neutre, plutôt baissier sur 5 ans, mais plutôt haussier sur 3 ans, donc assez neutre comme cela. Au niveau des résultats, il n'y a en tout cas pas de souci à se faire pour cette bancaire avec ses résultats ni à venir, et donc du coup ce dossier pourrait rester en l'état globalement positif. Du côté des dividendes, là par contre il y a un petit bémol quand même sur la distribution, vous voyez, qui est en orange, qui est quand même forte, même en temps normal, c'est-à-dire que l'entreprise tend à verser pas mal de ses dividendes, bon, ce qui fait par contre des forts rendements si vous êtes intéressé par ça, mais ce qui va tendre à ne pas forcément augmenter énormément ses activités ou à les étendre au-delà des pays nordiques, en tout cas, ça a l'air bien installé dans cette zone. Du côté de la société Mediobanca, là nous avons un bilan qui apparaît un peu plus mitigé, car nous avons 2 critères qui apparaissent en jaune ici. Effectivement, en plus du cours de bourse qui lui est très très neutre, il est revenu à ses niveaux d'avant crise et s'était effondré avec la crise Covid, mais il est revenu, et puis sinon ça ne bouge pas beaucoup. Et bien nous avons les résultats qui eux sont quand même moins bons et ne sont pas forcément sur des perspectives très alléchantes non plus à venir, et donc du coup on pourrait rester dans cette zone très neutre. Donc c'est un dossier un peu mitigé, peut-être qu'il y a un peu plus de choses du côté de Nordea au niveau des résultats à venir, mais du coup tout cela reste quand même des résultats qui sont dans le vert en positif, et ce qui permet à cette bancaire de verser son dividende, même si il ne faut pas s'attendre à une grande expansion de cette société. Et par contre, du coup, cette société est très bien en place et verse son dividende et peut parfaitement le verser et continuer à le verser, puisque son ratio de distribution est tout simplement parfaitement maîtrisé, ou presque. La dernière société, nous revenons dans le nord avec la Suède, du côté de Volvo, et là nous avons, comme pour Nordea, un dossier qui est plutôt positif, puisqu'un seul critère est en jaune. Cette fois-ci, ce n'est pas le cours de bourse qui lui est globalement haussier, mais c'est les résultats, et ces résultats, normalement, ils devraient virer davantage au vert clair pour les années à venir, et donc c'est plutôt une tendance positive pour cette entreprise Volvo, et donc cela pourrait fortement continuer à rester un dossier positif là-dessus, pas fortement en hausse, bien sûr, nous ne sommes pas sur des sociétés de grande croissance, mais un dossier qui apparaît quand même positif, et un cours de bourse qui pourrait tout de même rester positif. Et en plus de cela, il n'y a aucune inquiétude à avoir sur les dividendes, puisque vous voyez que la seule année où
dividende a été versé, il était élevé, et donc ça nous met quelque chose d'un peu plus mitigé au niveau du ratio de distribution. Mais sinon, Volvo est parfaitement capable de maintenir un dividende relativement élevé sans aucune inquiétude, c'est ce qu'elle fait depuis des années. Je vous laisse ici avec ce tableau complété pour ces 3 actions, ici pour cette deuxième partie, cette stratégie fort dividende appliquée sur des actions éligibles au PEA et qui sont dans l'indice Stock Europe 600. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt